for the lead. Long, Looney tip, no. Looney, yes! Looney, yes! The Warriors win it! And your joy is full. Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous êtes déjà de retour sur SplashPod, et c'est en partie grâce à vous, la Dub Nation. Honnêtement, les retours ont été au-dessus des attentes, du coup on pouvait pas vous laisser en plan jusqu'à septembre. L'équipe s'est donc réunie aujourd'hui pour faire le débrief de la Free Agency. Mais avant ça, je le répète, merci encore pour les nombreux retours positifs que vous avez envoyés. Grâce à vous, on s'est même incrusté 13e dans le top sport sur Apple Podcast. Coincé entre des émissions de RMC Sport, franchement ça tue. Et juste avant de découvrir le roster du jour, il fallait qu'on remercie les hommes de l'ombre, à savoir Loïc pour les fabuleuses illustrations d'épisodes, Sofiane pour l'instru West Coast qui colle parfaitement avec le discours de Fitz, et Colo Tardé qui nous a pondu un splendide nouveau logo. Sur ce, il est temps de faire l'extra passe à mes coéquipiers. Mathilde est là ce soir, comment ça va Mathilde ? Ça va super, merci, contente d'être de retour avec vous pour ce deuxième épisode. Parfait. On a aussi avec nous Joe, aka stephcurry.fr, et je vais t'adresser la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu vas créer la page française fan de Chris Paul ? Je ne vois pas de qui tu parles. J'ai déjà assez de travail à faire sur ce compte-là qui me prend déjà énormément de temps. Donc, quoique sur Chris Paul, devrait pas y avoir grand-chose à mettre, mais bon, voilà, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de pages fans en France. Ah, moi je connais un fan de Chris Paul, un fan ardu de Chris Paul. Je peux te dire que ils sont chauds à vivre ceux-là aussi. Hein. Ils sont rares. Vous connaissez le dicton, on touche pas au Grisby, au Big Free et à CP Free. Adrien est de retour parmi nous, ça va toujours Adrien ? Mais ça va toujours, et très fan de CP3 pour ma part. Ah oui, pareil, là je mets la hate de pause pendant un an. Après, merci. Et enfin, un petit nouveau, il va amener un peu de maturité, d'expérience dans ce groupe, puisqu'il supporte les Warriors depuis bien longtemps que nous. Heureux d'être là, Loïc, avec les Baby Dubs ? Oui, très heureux. Alors oui, je supporte depuis longtemps, mais bon, à cette époque-là, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'était peut-être une ou deux vidéos Canal+ qui traînaient dans le collège et qu'on se passait, et puis des résultats sur télétexte ou dans l'équipe. Donc finalement, vous avez pas raté grand-chose. Mais bon, il y a quand même quelques petites histoires à raconter qui sont très intéressantes. Oui, on verra ça tout à l'heure notamment. Bon, les présentations sont faites. Sans plus attendre, on va se plonger dans l'actualité brûlante des Warriors. SplashPod saison 1, épisode 2, let's go. In the Bay Area, the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground, it's all Dub Nation. Une grosse semaine de Free Agency est passée et nous avons presque assez de charbon pour l'hiver. On connaît 13 des 14 joueurs qui composeront le roster. Oui, je dis 14 car le 15e spot sera laissé ouvert pour soit convertir un de nos two-way contracts, soit pour Iggy. On sait jamais, la solitude des seniors n'est pas négligée. Donc, pour la saison 2023-2024, présentation du roster. Poste 1, Stephen Curry, Chris Paul et Corey Joseph. Poste 2, Klay Thompson, JP2 et Brandin Podziemski. Poste 3, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody. Poste 4, Draymond Green, Dario Saric. Poste 5, Kevin Looney et 13, Jackson Davis. Maintenant que le groupe est presque au complet, on va pouvoir aller sur les cas individuels de nos signatures. Et pour commencer, comment ne pas évoquer la prolongation de contrat de Draymond Green dès la première seconde de l'ouverture du marché pour $100 millions sur 4 ans. Alors les gars, tout le monde est heureux, non ? J'aurais dû dire mentionner quelqu'un. Je crois qu'il fasse comme la dernière fois. Adrien ? Bah moi je suis très très heureux, un grand fervent de Draymond Green. En plus il a pris une petite ristourne puisque son contrat c'est 100 millions sur 4 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et avec la dernière en option, donc ça fait à peu près genre 22, parce que j'ai vu normalement il a une augmentation, il a l'augmentation donc ça fait 22, 24, 25, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est pas trop. Ça fait pas trop cher. Et puis surtout c'est que on garde dans la continuité nos trois
nos trois superstars pour nous à nos yeux de fans. Le trio. Oui. Voilà, le trio. Et puis surtout moi, sans la signature de Draymond Green, j'aurais eu du mal à voir comment on aurait pu jouer. On aurait dû se réinventer. Donc très heureux de continuer dans le même style de basket. Très bien, je suis d'accord avec ça. Et juste pour préciser sur le point de vue salarial, donc ça commence à 22 millions la saison prochaine et ça finit sur une player option en 4e année à 27 millions, sachant que il avait la possibilité de prendre son option cette année, qui était à 27 millions, et du coup ça fait un écart de 5 millions par rapport à ce qu'il devait prendre. Et en taxes, ça se concrétise à 43 millions de taxes épargnées. Donc Merci ça fait plus d'argent dans les poches de Joe Lacob. Finalement. Les autres, du coup, vous êtes heureux aussi? Ouais, avec du recul, oui. C'était la meilleure solution de toute façon. C'était la seule solution même. Oui. On pouvait pas ne pas avoir Draymond, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et nous on pensait à 75 sur 3, au final 100 sur 4 ça revient au même, donc je pense qu'on est, même s'il y en a qui sont plus très fans de Draymond, je pense qu'on est assez tous contents du deal. Ouais. Loïc, t'es un peu plus circonspect. Non, après moi, c'était les décisions qui ont été prises l'an dernier qui m'ont dérangé, parce que j'ai un petit peu cet esprit. Je voyais les Warriors comme une équipe à qui ne pouvait rien arriver en fait, une bande de potes et tout ça, et ça m'a un peu retourné, et je trouve que son geste n'a pas été puni, et finalement on a favorisé les résultats plutôt que l'esprit. Bon, voilà, je pense être un seul dans ce cas-là, mais voilà. Oui, à partir du moment où il n'a pas été puni, il fallait aller au bout de la logique pour avec Clay, avec Steph, qui voulaient finir ensemble leur carrière, et finalement ils l'ont mérité avec tous les résultats qu'ils nous ont apportés depuis plus de 10 ans. Ils l'ont mérité. Voilà. Mais oui, j'ai un petit regret, comme tout le monde, je pense, par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Voilà. Ok, très bien. Joe, peut-être? Un peu comme Loïc, parce que je trouve qu'on a un peu minimisé ce qui s'est passé avec Jordan Poole. Au final, c'est lui qui a pâti. Alors, il y a eu effectivement d'autres histoires avec Jordan Poole sur l'effectif, mais ça c'est encore autre chose. Mais moi j'ai l'association surtout qu'on a surtout privilégié Draymond Green, ce que je peux comprendre sur l'aspect sportif. Maintenant, d'un point de vue de groupe, c'est voilà, on a empathie sur le jeune, mais comme je dis, la signature de Draymond sportivement elle va nous faire du bien. En plus, on fait coup double parce que il re-signe, et en plus de ça, il fait une petite ristourne, ce qui n'était pas donné, parce que il a clamé haut et fort qu'il voulait un contrat max. Donc finalement, il a réussi à ne pas le prendre, et c'est très bien pour nous. Au final, le trio pourra au moins jouer une saison de plus ensemble. Clairement. Bon, vous avez d'autres choses à ajouter sur notre Draymond Green? Juste vite fait, du coup bien joué notre nouveau GM là-dessus quand même. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais finalement depuis le début il gère bien tout le mercato, non? Après, sur le cas de Raymond, je pense qu'il a été aidé aussi par Myers, qui avait dit qu'il aiderait grandement Don Lavie pour le cas Draymond Green. Mais moi, je sais pas si vous avez vu la déclat de Draymond Green là qui est sortie le 3 juillet ou le 4 juillet, où il disait que avec le trio, donc Steph, KD et Clay, il avait un petit peu délaissé son shoot et le côté un peu offensif, et que il allait essayer de s'y remettre, donc et qu'il avait déjà essayé de s'y remettre la saison dernière. Donc moi, si on a un Draymond comme lors du game 3, c'est ça, game 3 ou game 4 contre Los Angeles, où il est focus sur le cercle, je dis pas non, parce que ça peut faire une solution supplémentaire, quoi. Maintenant, à voir s'il met les actes aux paroles. Il dit ça, je crois, dans le podcast avec Paul George. Je suis allée écouter. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors Draymond, il peut nous énerver sur beaucoup de points, mais il est toujours hyper intéressant à écouter. Et toute cette partie où il parle de la confiance, franchement, tu sens que ça l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué de plus réussir à mettre le ballon dans le panier, quoi. Oui, c'est exactement ce point-là.
la confiance qu'il a perdue en jouant sur son shoot, en jouant tous les jours avec KD, Clay et Steph. Ce qui peut être compréhensible en même temps. Tu joues avec 3 des meilleurs shooters de l'histoire. Ouais, Ah c'est oui, clair. clairement. Après, c'est pas Draymond, il est ce qu'il est, hein. C'est un Oui. caractériel. Il pète des plombs, mais c'est un mec très 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 intelligent, qui ne laisse rien au hasard et qui connaît très très mal le basket. Enfin, voilà. Il a parlé de Wembanyama, même s'il s'est fait critiquer dans le sens, je pense qu'il avait pas tort. Maintenant, c'est juste que c'est un mec, je pense qu'il est très intelligent, mais que des fois, quand il pète les plombs, il réfléchit pas, quoi. Donc, c'est un peu opposé, quoi. Ouais, quand il fait sauter le disque et que ça s'enraye, ouais, ça part vraiment en live, la patate, ou sur le terrain, cette année, on a vu quelques folies, mais bon. On est content qu'il soit de retour. C'est le genre de mec que t'aimes avoir chez toi et que t'aimes pas avoir contre toi, quoi. Ça, c'est sûr. Exactement. Bon, on peut passer désormais sur la grosse signature de cet été, hors prolongation de Draymond Green. Darius Corey Saric. Joseph? C'était la première, elle. Ok, D'accord. Corey Joseph est arrivé en premier, mais ça reste quand même... Moi, je Darius- pensais que c'était la grosse signature. Pardon. Je te laisse la suite. T'inquiète. Du coup, Darius Saric, l'ancien joueur du Thunder, était la cible principale des dirigeants pour renforcer le front de courte. Il vient amener de la profondeur et c'est surtout un grand soulagement pour la compétitivité de l'équipe. Joe, je te fais la passe D, présente-nous le Croate. Alors, qui est Darius Saric? Est-ce que vous savez qui c'est? Un petit peu, oui. Un beau joueur de basket. Un grand. Exactement. Non, voilà. Donc c'est un joueur. Alors en termes de stats, c'est pas je parle surtout pour les Jean-Michel Stats qui sont omnibulés par les statistiques en NBA. Alors je vous préviens tout de suite, que ça soit lui ou Corey Joseph, c'est pas des joueurs flamboyants en termes de stats, parce que Saric c'est un joueur qui tourne en carrière à 11 points pour 5,6 rebonds et 1,9 assists en 23 minutes, ce qui est correct en soi pour un joueur de cet acabit-là. Même les pourcentages, c'est pas dégueu. On est sur du 44% au tir, à 36% à 3 points et du 83% au lancer franc. Alors 83% au lancer franc, c'est très important, surtout quand on joue aux Warriors, quand on sait qu'on a des difficultés à mettre des lancers francs. Aller sur la ligne, déjà. Voilà. Ouais, ça après c'est un autre problème, mais quand on les a, on a du mal à les mettre. Donc c'est 413 matchs dans la ligue pour 217 matchs débutés. Donc c'est clairement un joueur qui a passé sa carrière, plus de la moitié de sa carrière, sur le banc. Donc c'est ce qu'il nous faut aussi. Moi je pense que c'est... Alors on a réclamé un big, on a eu un little big, on va dire, parce que c'est pas un joueur qui mesure 2m10, mais c'est un joueur qui est assez intelligent pour se placer au rebond. Et qui est capable de scorer à peu près sous le cercle et à 3 points, donc à peu près ce qui nous manquait en sortie de banc. Donc voilà pourquoi nous le voulions et pourquoi le front office s'est placé directement sur lui. Très bien. Les autres, vous êtes aussi soulagés de cette signature qu'on a attendu un peu quand même. Ça faisait depuis le début de la free agency qu'on savait qu'on était sur lui et ça a mis 8 jours presque. Mathilde par exemple. Ouais, c'est chouette. Et alors, juste pour rajouter un truc par rapport à ce que Joe a dit, là ça se voit pas non plus dans les stats, mais c'est aussi un bon passeur, Saric. Et dans le jeu de Steve Kerr, un big qui s'est bien passé, on sait très bien que ça crée beaucoup de solutions. Et donc oui, c'est un stretch big, donc il va nous aider. Par rapport à Looney, c'est quand même vraiment très différent. Mais c'est un profil qu'il nous fallait et qui va nous faire du bien, c'est sûr. C'est une bonne signature. Exactement. Pour moi, il va reprendre un peu le rôle d'Otto qu'on avait en 2020, 2021, 2022. Alors, il va prendre moins de rebonds, mais c'est un joueur intelligent et il va être, ce que vous disiez, il sera parfait dans la motion offense, la prise de décision, il va délivrer des assists, des extra passes à tout va. Moi, je l'avais dit dans le podcast sur du premier épisode, pour moi, c'était ma signature un peu inespérée parce que j'étais sûr qu'il allait prendre au-delà du minimum. Je pouvais pas rêver mieux, franchement. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Ah bah oui, parce que oui. Il a attendu 8 jours, donc parce qu'on lui avait fait l'offre dès l'ouverture de la free agency, il a eu des coups de fil avec le front office, avec Steve Kerr, il y a même notre assistant des bigs Milojevic qui le connaît, enfin il est serbe lui, c'est différent, mais il l'a appelé aussi. J'ai eu peur que ça finisse comme Batum en 2021, mais finalement on a réussi à l'avoir. Loïc, peut-être, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je trouve ça cool qu'ils viennent chez nous parce que ça veut dire qu'ils croient dans le projet. Et ça, c'est une très bonne chose.
parce que il a quand même, il avait d'autres équipes comme les Suns. Surtout Miami. Il attendait de voir ce que Miami Lillard allait aussi, faire. ouais. Ouais. Non, pas les Suns, ouais, c'était Miami, pardon, qu'il voulait. Après, moi, je fais le parallèle avec l'avant-dernière saison où c'est vrai qu'on a perdu Jellica et Otto Porter. Et bon, c'est vrai qu'on a cru beaucoup à notre jeunesse, mais finalement, ça n'a pas été suffisant. Et donc, je pense que j'ai l'impression qu'on essaie de se remettre sur le même schéma qu'il y a 2 ans au niveau effectif. C'est un joueur qui est aussi polyvalent. Et c'est ce que demande le système de Steve Kerr. Donc voilà, donc c'est une très bonne signature et c'est vrai que ça nous a tous très soulagés. Effectivement. Et moi, je vais finir par, on va dire, un peu le fit avec l'équipe où j'ai essayé de, on va dire, me mettre dans la peau de Steve Kerr dans le sens où comment on pourrait l'installer. Et c'est vrai que bon bah il va sortir du banc, ça c'est quasiment certain. Il y a pas quasiment pas de doute. Mais c'est vrai que moi je suis très pressé de voir une line-up, par exemple, on va dire pas forcément avec que du banc, hein, mais une line-up qui pourrait être très forte avec Chris Paul, un guard, et après par exemple Wiggins et Kuminga et Saric sur le front de compte, on va dire, donc le poste 3, 4 et 5, où Saric pourrait jouer un peu ce rôle de connecteur en fait entre on va dire Wiggins qui est un scoreur un peu polyvalent, Kuminga qui est très bon dans le cut, dans flasher dans les intervalles, et Dario Saric avec Chris Paul pourrait faire les connecteurs entre ces jeux, en fait, entre les joueurs. Et ça, j'aime beaucoup comme idée de banc ou de line-up qui pourrait être sorti plusieurs fois dans le match. Voilà. En plus, ils se connaissent bien, Chris Paul et Saric. Tout à fait. C'est important aussi. Ils ont joué au Suns ensemble et notamment lors de la saison où ils sont champions de la conférence à l'Ouest. Oui, champion de conférence de saison régulière, pardon. Sur la saison régulière. C'est les deux en fait qui lancent la seconde unité quand Ayton et Booker sont sortis. Ouais. Donc il y a déjà une connexion et je suis sûr que Chris Paul d'ailleurs l'a dû l'appeler pour lui dire de nous rejoindre, il a dû faire jouer ses relations et ils s'entendaient bien ensemble. Donc ça a peut-être joué aussi, hein, certainement. Hein. Ah oui, clairement. Peut-être. Et ça devient le plan B. Ça devient le plan B qu'on n'avait pas eu l'an dernier. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah bah, on passe de Jean-Michel Green à Dario Saric, l'upgrade il est immense. Hein. Jean-Michel Vert. Dans l'IQ basket, oui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Après, Jamie Green, quand on l'a eu, on était content. C'est juste que bon, on est tombé sur une saison où il rentrait rien à 3 points, mais et puis aussi une saison galère. Mais après, c'est comme ça, hein, des joueurs, ils peuvent passer une saison galère parce que le fit. Jean-Michel Green, c'est plus un joueur NBA, je pense. Ouais, puis il peut y avoir qu'un Green dans l'équipe. Oui. Exactement. Mais non, pour moi, je reviens un peu sur ce que Loïc disait, c'est qu'on revient un peu aux bases d'il y a 2 ans. Et on a encore pris un joueur qui vient d'Europe, et on le sait, les joueurs qui réussissent en NBA venant d'Europe, c'est des joueurs avec un énorme IQ, et c'est ce qu'il faut aux Warriors, hein, de toute façon, hein. Et on l'a vu, hein, Zaza, c'était un mec qui payait pas de mine comme ça, mais qui était très intelligent sur le terrain. Bjelica, pardon, c'est pareil aussi. Dario Saric, je pense qu'en termes d'upgrade, on est au-dessus de Bjelica, et je sais pas si vous vous rappelez, mais le match qu'il fait contre nous en janvier, il nous avait démoli, hein. Quand les Suns étaient venus avec l'équipe, je crois qu'ils étaient venus avec l'équipe C, voire même D, qui nous extermine, hein, mais Saric qui claque comme 19 points, 9 rebonds et 7 assists, je crois que c'était son meilleur match de la saison, mais celui-là, je le regarde en boucle quand même pour me dire qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter chez nous, quoi. Ouais, ce que tu disais, Adrien, je vais rebondir là-dessus, notamment sur les systèmes de jeu. On peut déjà penser à des pick and pop avec Chris Paul, parce que Dario Saric, ça shoot à 39% à 3 points, ce qui est très bien. Et même des situations où tu mets des doubles écrans avec Clay ou Steph, par exemple, et qui pop, du coup, ça libère la raquette, Saric qui roll, du coup, c'est une ouverture complète. Pour moi, c'est le connecteur parfait. Moi, c'est le glue guy. Et surtout, c'est que il va jouer haut, et donc, enfin, haut sur le terrain, on va dire, il va jouer au-dessus de la ligne des lancers francs avec sa qualité de shoot. Et surtout, ça permet à des joueurs comme Gary Payton, du coup Wiggins, Kuminga et même Moody
de pouvoir avoir des paniers faciles dans le cut en fait. Et dans notre système avec le mouvement des écrans, etc. Les écrans qui sont au niveau du poste bas, ça franchement, on va avoir. J'espère qu'on va avoir pas mal de paniers gratuits parce que s'il rentre ses shoots, c'est ce que ça pourra nous amener. Voilà. Clairement. Je pense qu'on va retrouver la motion offense bien plus belle à avoir joué d'un point de vue esthétique et efficace que ce qu'on a vu cette année, où on était quand même moins bon dans notre système de jeu parce qu'on n'avait pas les joueurs avec. Et par conséquent... Pardon. Vas-y, je te laisse, vas-y Mathilde. J'allais juste dire, on était hyper prévisible l'année dernière. Et je rebondis du coup là-dessus en disant ça va limiter notre aussi si Dario Saric est bon, ça c'est toujours une condition à prendre en compte, c'est que ça va limiter en fait la line-up Dre et Loon qui est assez inoffensive puisqu'ils ont à peu près la même faiblesse, c'est qu'ils sont pas de très bons finisseurs au cercle. Voilà. C'est vrai. Il va pouvoir jouer avec les deux du coup vu que c'est un exactement. Et aussi ça. Bon, ça va. C'est vrai qu'ils sont. J'espère que, en fait, notre saison, je trouve qu'elle est un peu liée à sa réussite. Si vraiment il arrive à se comment dire, à rentrer dans notre système, à complètement se fondre dans le système Warriors, je pense que on peut aller loin. Mais s'il a un peu de mal, notre saison peut être un peu, du coup, voir nos résultats un peu moins brillants que ce qu'on aurait pu espérer. Totalement. Là, on est en train de bien l'encenser. Est-ce que vous voyez des défauts assez évidents au jeu de Saric ? Je pars du principe que un joueur qui peut apporter énormément serait parti dès le début de la free agency. Donc on peut penser que s'il est parti aussi tard, c'est que il y avait potentiellement peu d'équipes dessus. Et pour avoir parlé avec certains fans d'OKC par où il est passé, ils m'ont un petit peu prévenu et de me dire de pas trop en faire sur lui parce que c'était clairement une galère chez eux là-haut quoi. Une galère chez eux là-haut à ce point ? Écoute, de ce que j'ai vu avec eux, ouais, 3-4 fans d'OKC, c'est ce qu'ils m'ont dit quoi, que c'est pas le joueur qu'on pense qu'il est quoi. Donc alors après, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du fit de l'équipe. Et tu peux bien tourner chez les Warriors, être pas bon à OKC quoi. Ça dépend du fit quoi. C'est pas du tout le même rôle non plus donc. Oui aussi. Moi de ce que je connais de Dario Saric, c'est qu'il y a des limitations défensives. C'est pas un rebondeur de fou. Il va pas très vite latéralement. Ça sera là mon avis Mais l'avantage les c'est que c'est pas trop ce qui nous manquait non plus. Quand t'as Dre et Loon déjà, bon, on s'en sort pas mal. Oui. Non, quand t'as Loon tout court, c'est vrai. Il fait le job tout seul. Il prend 3/4 des rebonds donc. Et puis là, il aura le coach Milosevic qui va s'occuper, peut-être qu'il va le faire travailler là-dessus aussi, parce que Looney a fait énormément de progrès depuis qu'il a eu ce coach qui s'est occupé de lui. Exactement, oui. Qui est pour beaucoup dans le progrès sur les rebonds, notamment offensifs de Looney. Et comme je disais, qui connaît en plus Dario Saric de base. Donc bon. On n'a plus qu'à dire wait and see. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous très heureux de cette signature. Du coup, on va passer à la signature que certains appellent la plus grosse signature de l'été, en l'occurrence Corey Joseph. Un move qui paraît plutôt anti-spectaculaire. Le meneur canadien vient occuper le poste de 3e meneur dans l'effectif. Et c'est de nouveau Joe qui va retracer brièvement son parcours. Alors, Corey Joseph. Pour certains, ça peut être un no-name pour les personnes qui suivent la NBA depuis peu. Je parle pas de toi, Mathilde, évidemment. Mais voilà. mais Corey Joseph, voilà. Donc, comme Saric, sur la feuille de stats, c'est pas flamboyant. C'est 7 points de moyenne en 22 minutes jouées pour 2,5 rebonds et 3 assists. Les pourcentages, c'est quasiment les mêmes que Saric, c'est 44% au tir, 35% à 3 points et seulement 78% au lancer franc. Je trouve que pour un meneur, c'est quand même assez peu.
C'est 790 matchs, donc là on est quand même sur du bon vétéran, hein, sur un mec qui a quand même pas mal vécu, et seulement 175 matchs démarrés. Aussi, ne pas oublier que Corey Joseph est champion NBA en 2014 en étant le backup d'un certain Tony Parker. Voilà, donc c'est un joueur qui nous vient des Pistons où ça s'est pas trop bien passé. Alors évidemment, là tu vas passer d'une équipe qui va être contenders avec beaucoup de vétérans à une équipe qui était en reconstruction avec pas mal de jeunes, donc forcément que ça peut changer. Et ce qui est aussi très bien avec Corey Joseph, c'est que cette saison, en termes d'assist turnover, il est à 3,88, donc il est dans le top 8 des joueurs les plus propres de la ligue. Donc on peut aussi retrouver dans ce classement Kevin Looney 3e avec 4,60 et Chris Paul à 4,60 également. Donc quand on voit ça, on peut aussi... Ouais, voilà, donc quand on voit ça, on peut remarquer aussi que Steve Kerr a dû en avoir marre des pertes de balles la saison dernière et qu'il voulait des joueurs très très propres. Donc là, il a eu Chris Paul et Corey Joseph qui sont des joueurs qui font très très attention au ballon. Donc ça peut être une bonne chose. Ah bah on passe du tout. Hein. Jordan Poole, c'était 4e en perte de balles la saison dernière, en volume. Donc, quand t'as les meilleurs shooters dans l'effectif, c'est quand même très souvent qu'on dit que l'important c'est de prendre les tirs, quoi, de pas perdre le ballon. Ouais. Après, Corey Joseph, c'est un ballon perdu en moyenne par match. Donc, en carrière, c'est quand même très très peu, je trouve, pour un meneur. Hein. Oui, c'est surtout qu'il joue, je pense, j'ai pas ses stats sous les yeux, hein, je connais pas par cœur, mais je pense qu'il joue au moins 15 minutes par match. Ah, si t'avais écouté, je l'avais dit, c'est 22 minutes, monsieur. 22, ouais. 22. Excuse-moi. Je suis un peu fatigué, hein, voilà. Ça fait 3 jours que je suis en week-end, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Mais ouais, du coup, moi je veux rebondir sur juste Corey Joseph et sa dernière saison à Détroit. J'ai des très chers collègues qui aiment bien Détroit. Hein. Je pleure tous les jours pour eux. Mais du coup, bon, ils en avaient marre un peu de Corey Joseph parce qu'il n'était pas du tout dans on va dire dans la vibe de l'équipe, c'est-à-dire reconstruction, etc. Et il était un peu, on va dire, il dansait pas la même musique que les autres. C'est-à-dire que des fois il prenait un peu trop de shoot au lieu de faire briller, on va dire, les jeunes. Mais intrinsèquement, je trouve que c'était un bon joueur. Et ma deuxième crainte, par contre, j'ai une deuxième crainte, c'est qu'il joue trop. Mais ça, c'est pas de sa faute. On va dire, c'est plutôt par rapport à Steve. Trop de minutes. Parce que cette année, on a vu beaucoup de line-up à 3 guards. Et ça nous a fait défaut, je trouve. Et j'ai peur que s'il soit bon, il ait beaucoup de minutes et qu'on voit des fois des Chris Paul, Curry et peut-être Clay ou des Corey Joseph, Curry, Clay ou j'espère pas voir ça. Seigneur, je le dis pas, on oublie, hein. Ça pourrait donner des mauvaises idées, mais voilà, voir ces line-up là en fait, voir Corey Joseph à côté de Steph Curry ou Joseph et Chris Paul. Voilà, c'est mon seul bémol que j'ai à cette recrue. Sinon, pour un troisième meneur, c'est quand même assez haut au niveau des standards. Ah oui, moi je pense que contrairement aux deux autres troisième meneurs qu'on a eu entre Ty Jerome et Chris Chiozza, je pense que là on est en termes de gap, on est au-dessus hein, quand même. Ou Brad Wanamaker. La légende. Une légende. Sur ce que disait Adrien, je voulais juste dire, Steve, il a souvent un peu son chouchou chaque saison où tu sais pas trop pourquoi. Je trouve que Corey Joseph a bien la gueule du chouchou de Steve Kerr. C'est vrai. Et si je peux rajouter quelque chose, ce que j'ai pu remarquer l'an dernier par rapport à Jordan Poole et DiVincenzo, c'est qu'ils étaient très à l'aise quand ils avaient beaucoup de temps de jeu et que quand on leur en donnait beaucoup moins, ils l'étaient beaucoup moins. Enfin, quand ils avaient quelques minutes. Et je pense qu'on avait besoin de meneurs qui étaient à l'aise avec peu de temps de jeu. Et il me semble que lui, il a l'habitude. C'est vrai qu'il a fait ça toute sa vie, oui. Voilà. Donc, effectivement, peut-être qu'il a moins de qualité que Jordan Poole et DiVincenzo, mais je pense que sur le peu de minutes où il va jouer, il sera plus à l'aise parce que voilà, on a vu ce qui est arrivé contre les Lakers. Moi, j'ai trouvé que DiVincenzo et Jordan Poole étaient vraiment plus très bons. Enfin voilà.
C'est ce que j'ai pu constater, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Je pense que je suis tout à fait d'accord et que avec Cory Joseph, tu sais ce que tu vas avoir chaque soir. C'est la régularité, Oui. c'est pas flamboyant, il y a rien d'exceptionnel. Il va probablement jamais t'en planter 25, mais par contre c'est régulier et tu t'auras pas de surprise. T'as un joueur qui connaît son rôle et c'est ce que recherche Steve Kerr. Ce qu'on n'avait pas la saison dernière. C'est parfait. Dans ce sens-là, en tout cas. Donc, je te rejoins totalement, ouais. Bah après, c'est des joueurs, oui, comme tu disais, enfin non, c'est qui, c'est Mathieu qui disait ça, je crois, tu sais ce que tu vas avoir, parce que je me souviens, il y a encore 2 ans, évidemment, c'est toujours la saison de référence, mais où je prends l'exemple de Damien Lee qui avait bien démarré la saison, mais vraiment, enfin voilà, il était, je pense, au-dessus de ses standards. Et au final, quand ces standards sont redevenus à son vrai niveau, les gens l'ont critiqué en disant ouais, il sert à rien. Sauf que non, en fait, Damien Lee, il apportait ce qu'il devait apporter en tant que, je sais pas, il était 3e, il était backup de. Ouais, c'est ça, 3e guard. Ouais, il jouait 5 minutes par match, 5 oui, c'est 10 bout grand du max. banc, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, les gens ont tendance c'est comme l'année dernière, pareil avec Ty Jerome, les gens ont tendance à trop leur demander, alors que non, les mecs, enfin, de base, ils sont censés être 14e, 13e, 14e spot. Ils sont pas censés jouer du tout, en fait. Sauf qu'on le sait. Cory Joseph jouera parce que Steph va probablement, je ne l'espère pas, mais voilà, si c'est comme les autres saisons, va probablement manquer quelques matchs. Chris Paul, c'est possiblement pareil. Donc, on aura souvent, Cory Joseph aligné. Donc, il va falloir s'y faire, mais c'est possiblement le meilleur joueur qu'on puisse avoir en tant que 3e option. C'est sûr qu'en tant que première option, il y a mieux, évidemment, mais en 3e option, voilà, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est très solide, c'est très solide. Il faut se faire à l'idée que dans certains back-to-back, il y aura ni Chris Paul ni Steph Curry. Notre meneur titulaire, ça sera Cory Joseph et voilà. Et ça sera pas mal pour un 3e meneur au minimum, j'ai l'impression. C'est ça. On est bon sur Cory Joseph du coup, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. Moi, j'ai tout dit. Ma crainte, les line-up avec trop de guards, voilà. J'espère que Steve va arrêter avec ça cette saison. Maintenant qu'on a l'effectif en tête, on va essayer de prendre un peu de recul et de comprendre les tendances, la vision de notre nouveau GM. Alors, je vous demande une note sur 10. Comment vous jugez la Free Agency 2023 de McDavid Jr. C'est une bonne question. Je pense que, en fait, il y en a beaucoup de gens qui vont dire on n'a pas fait de grosses signatures ou je ne sais pas quoi. Fallait aussi voir ce qu'il pouvait faire avec les menottes qu'il avait aux mains. Franchement, alors certes, l'arrivée de Chris Paul d'un point de vue affectif, ou affectueux, c'est terrible, mais en vrai, le move est loin d'être stupide. Et franchement, je dirais, avec ce qu'il pouvait faire, je dirais un 8. Il s'en est vraiment bien sorti. Ok, on a une fan de Donovan Jr. ici. Est-ce qu'il y a des haters? Pourquoi être un haters alors que le mec vient d'arriver, quoi? Je veux dire. Oui. Alors après, évidemment, quand t'es quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et que t'es pas tout de suite dans le clash, tu peux voir quand même que Donovan Jr. il a les mains liées entre guillemets. Alors pas par Joe Lacob évidemment, mais par le nouveau règlement CBA en fait, et que il est obligé de faire avec ce qu'on peut, c'est-à-dire des contrats minimum vétérans, et que aujourd'hui en temps de crise, va dire à un joueur je te veux mais je te donne 2 millions quoi, alors que le mec il peut espérer en prendre 10, donc c'est super compliqué. Et je trouve que avec toutes ces problématiques autour de lui, il s'en sort plutôt pas mal quoi. Il a réussi à signer Draymond Green pour moins cher, il fait venir un joueur qui peut nous apporter, et un 3e meneur qui est de qualité, donc pour l'instant on est pas mal quoi. Manque plus que le big man, et là on sera sur de la masterclass totale quoi. La masterclass. Les autres du coup, quelle note pour notre GM? Alors moi, cette construction d'équipe avec l'âge qu'ont nos meilleurs joueurs, ça me fait vraiment penser aux Spurs 2014, c'est ça, 2014, avec un banc plutôt correct, et je pense que ils vont essayer d'équilibrer vraiment le temps de jeu parmi tout le monde. Et puis je voudrais rajouter quelque chose sur Chris Paul. Sur les dernières années, je trouve que c'est le joueur avec LeBron James qui nous a mis le plus en difficulté, avec les Clippers, avec Houston, avec les Suns. Je trouve que c'est un joueur qui fait bien jouer toutes ses équipes, et
Alors certes, c'est un peu notre meilleur ennemi. Mais moi, je sais pas, peut-être que je regarde trop de films ou de mangas, mais j'adore le fait d'avoir notre meilleur ennemi avec nous. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Et je sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose de sympa. Donc, moi, je dirais 8 pour le moment. Ouais, attends, Genre, je sais que personne n'est d'accord sur moi avec Chris Paul, ça, j'en suis conscient. Justement, j'avais une question, Oleg, pour toi. Chris Paul, c'est vraiment un ennemi des Warriors? Enfin, tu le voyais vraiment comme un ennemi? C'est pas vraiment un ennemi, c'est plutôt le plus grand concurrent qu'on ait eu parce que c'est celui qui a toujours su nous faire déjouer. Franchement, on avait une équipe incroyable avec KD et on a failli se faire battre par Houston. Et le cerveau de Houston, c'était lui, quoi qu'on en dise. C'était, et je sais pas si vous pouvez prendre du recul sur toutes les équipes avec qui il a joué, toutes ces équipes. Les Clippers, ils nous éliminent, il me semble, avec lui une fois. 2014, ouais. 2014. Ouais. Donc effectivement, Loïc, il a raison dans le sens où c'est toujours un mec, quand il a été dans l'équipe d'en face et qu'on l'a joué, il nous a toujours fait chier. Ça, c'est une chose certaine. Non, mais il faut assumer notre haine sur Chris Paul. C'est un flopper, on n'a pas aimé le jouer, on le déteste, voilà. Bon, maintenant, les choses font que c'est un cercle, la vie est un cercle, et NBA aussi, qui est chez nous. Mais moi, il m'a bien saoulé. C'est le pendant de Draymond Green. Voilà, t'aimes bien quand il est dans ton équipe, t'aimes pas quand il est en face. Moi, j'adore regarder. Toute ma jeunesse, j'ai kiffé regarder Chris Paul. C'était un de mes modèles quand je jouais au basket, dans le sens comment il gérait une équipe en attaque, même ses qualités défensives. Mais quand je regardais un match du Warriors et qu'il était en face, les noms d'oiseaux volaient. Mais, dans ce sens-là, il faut pas refouler cette haine. Enfin, faut... Exactement. Moi, je la refoule pas, hein, clairement. Il m'a déjà saoulé avant même qu'il joue. Non, mais sérieux, quand tu le vois en conférence de presse, il lui parle d'aller sur le banc et lui, il est en mode, bah quoi, t'es coach, comment ça, je vais aller sur le banc? Ouh, ça me tend déjà. Je pense exactement là, rien que oui, sa petite tête là, avec son sourire ingrat là. Ah. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux que Steph il aille sur le banc? Oui, non, après, ce qui est juste chiant, c'est qu'on arrive à attirer Chris Paul l'année où ils vont être plus attentifs sur le flopping, quoi. En plus. Mais moi j'ai une image de Chris Paul, c'est je sais pas si vous l'avez aussi, c'est pendant le Christmas game il y a 2 ans où il remonte la balle, il y a Kuminga qui défend sur lui et il fait une espèce c'est lui qui marche sur Kuminga et il arrive à obtenir la faute en fait avec toute sa malice. Et moi je pense que c'est ce genre de choses qui nous a aussi manqué l'année dernière, être un peu plus intelligent dans ce genre de moment pour attirer des fautes, parce que on est une équipe qui a pas beaucoup de lancers francs, mais Chris Paul, c'est un joueur qui n'en a pas non plus 15 par match, mais qui est capable de t'en attirer quelques-uns dans des situations un peu cruciales, quoi. Donc ça peut être aussi bénéfique de l'avoir à ce moment-là, quoi. Ah bah, il a son côté vicieux et qui connaît parfaitement les règles de son sport. Il connaît des règles qu'on connaît pas nous-mêmes. Et puis c'est quelqu'un qui saura disparaître au profit de ses coéquipiers s'il voit que c'est ça qui fera gagner. Ça, voilà, il s'en fiche. Donc, ça, j'attends de voir. Moi, je pense que si à ce stade-là, surtout qu'il a 38 ou 39 ans, il a plus beaucoup de chances de gagner quelque chose. Donc, comme il l'a dit lui-même, les Warriors me connaissent, mais moi aussi je les connais. Et je pense qu'aussi il saura un peu dire les défauts qu'il aura vus sur les dernières années. Et voilà, je pense que ça m'intéresse énormément cette arrivée. Après c'est peut-être le quarantenaire qui parle et qui dit que les quarantenaires ont encore d'avoir une chance, mais voilà. Je suis très excité par ça. D'accord, très bien. Quelqu'un a un autre avis sur la free agency de notre GM, Mathilde ou Adé? Moi j'ai pas donné ma note, je vais donner ma note à un 7. Pourquoi? Je voulais moi un gros nom, je l'ai pas eu, mais ce qui a été fait derrière a été plus que correct. Voilà. Tu voulais un LeBron James ou un Giannis, non mais il a cru qu'il rêvait, quoi. Non, un gros nom, Je voulais le petit chat du Minnesota.
Voilà. Ouais, c'est ce Ah que oui, je dis. c'est Donc, vrai. oui, Oui, donc tu tu voulais voulais qu'il y faire ait- sauter, je sais pas Oui, qui. il voulait faire sauter toute l'équipe. Il voulait envoyer Clay Thompson, Non, Jordan Poole, Poole, la merde de Dunleavy et tout le bordel qui va oh, avec. pourquoi pas, hein. Non, mais voilà, je voulais un gros trade autour de nos jeunes et Poole et des tours de draft. On l'a pas eu, mais ce qui a été fait derrière, c'était très solide. Donc 6 ou 7, voilà, sans souci. Adrien, l'ami des chats. Exactement. Moi, je vais sur 7 aussi, sur 10. Pourquoi pas plus? Parce que je savais qu'on pouvait trade Poole, que c'était envisageable. Mais je pensais qu'on allait chercher un gars sur le fond de courte et pas Chris Paul, 39 ans, en contrepartie. Et par contre, tout ce qu'il a fait derrière, les signatures, il n'en a fait que 2. Et l'extension, la prolongation de Draymond, c'est parfait avec ce qu'on pouvait financièrement. Donc voilà, globalement, pour l'instant, ça se passe très bien. Je voulais vous demander aussi quel gagnant de l'intersaison chez les Warriors? Coach, joueur, n'importe. Ah, je pense que Steve est très content. Oh. Il aura un peu moins de casse-tête à avoir des mecs qui perdent 36 ballons par match. Moi, je pense que c'est Draymond Green. Il a viré Jordan Poole. Il est content. Oui, c'est vrai. Je suis les deux réponses. Ouais, je suis particulièrement celle de Mathilde, moi. T'enlèves Jordan Poole et Ty Jerome pour remplacer par 2 meneurs avec très peu de déchets. Chris Paul et Corey Joseph. Jean-Michel, là, il a été injouable toute la saison à part 13 minutes dans le Game 2 contre les Lakers. On le remplace par Darius Saric, poste 4, au IQ plus qu'élevé. Et tu draftes un rookie, bon, on verra son impact réel. Mais en tout cas, il fit parfaitement dans le système d'après ce qu'on a pu voir. Donc franchement, il n'y a pas plus heureux que notre coach actuellement, que Steve Kerr. Et une autre raison pour laquelle il serait très content, c'est qu'il a l'air d'avoir des two-way qui sont intéressants. Lui qui aime bien les utiliser. Et il y en a peut-être un ou deux qui me paraissent très intéressants pour lui. Oui, on va en parler lors de la Summer League qu'on va évoquer tout à l'heure notamment. D'autres gagnants peut-être? Steph Curry? Ouais, justement, j'aurais tendance à dire Steph Curry, moi, parce que on a réussi à lui donner, alors pour l'instant, de ce qu'on pense, après, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer, mais il a réussi à avoir un backup de qualité. Là, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chris Paul, on peut pas nier que ça reste quand même un backup de qualité. Donc, si ça peut permettre à Steph de moins jouer la régulière, du moins de baisser ses minutes, parce que je crois que l'année dernière, il a joué quasi 35 minutes de moyenne, ce qui est quand même énorme pour un joueur de son âge, sans vouloir offenser les trentenaires, voire quarantenaires, hein, mais bon, 35 minutes à leur âge, c'est plus possible, quoi. mais voilà, après, si ça peut lui permettre, donc, comme je dis, de moins jouer et de mieux se préserver, c'est bénef, quoi. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire Steph, quoi. Les autres aussi, vous êtes aussi sur Steph? Ah bah ouais, je pense que... Alors lui, il aimerait bien pouvoir jouer 48 minutes, mais je pense que ça va lui faire du bien de savoir que quand Chris Paul rentre sur le terrain, il peut assurer la main et que ça va peut-être moins être panique à bord à chaque fois que Steph sort du terrain. C'est plutôt Clay qui a moins de concurrence aussi, qui doit être content parce qu'apparemment il y avait quand même une sorte de rivalité avec Jordan Poole qui aurait bien aimé pouvoir garder sa place dans le 5 après la blessure de Clay, mais Clay il va retrouver ses 40 tirs par match, il sera content. C'est ça. Donc peut-être que c'est un rééquilibrage qui va contenter tout le monde. Et justement, moi je trouve que ne pas mettre de rivalité entre guillemets à Klay Thompson, ça peut lui permettre de se reposer sur ses lauriers, pardon. Donc c'est pas forcément bénéfique. Alors après, il y en aura évidemment, mais je veux dire, après il y en aura quand même de la rivalité, mais bon, je veux dire, ça sera le rookie, ça sera peut-être Moody, peut-être Quinones, je veux dire... les rôles sont bien plus établis. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Évidemment, Chris Paul, Steph Curry, la hiérarchie, elle est quand même là. Je pense pas que Chris Paul démarrera à la place de Steph Curry, ou alors Steve Kerr, il a bu 350 Jetman 7 avant, mais... Ou alors, on va tous à San Francisco. Voilà, mais ouais, là, pour le coup, là, Klay Thompson, tu sais que il y a presque pas de concurrence, là. Là où Draymond Green, il peut potentiellement avoir sur quelques matchs Kuminga, par exemple. Ouais, moi, c'est de la fausse concurrence, hein, parce que les trois, ils sont intouchables. Non, mais oui, je veux dire, ils sont intouchables, mais je veux dire, Kuminga peut grappiller des minutes à Draymond, c'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, ça c'est sûr, sûr. Oui, c'est plus ça que je veux dire. Là où, par exemple, Quinones, je le vois pas prendre des minutes à Klay, quoi.
Oui, ou même Moody, bon, il pourra en prendre, mais ce sera minime. On est d'accord sur ça. Oui, c'est plus de la profondeur au niveau des temps de jeu que de la concurrence que tu parlais, quoi, réellement. Ouais. Mais la hiérarchie est mieux établie en fait, et il n'y a pas de frustration dans les remplaçants, puisque je pense que Jordan Poole était très frustré de son temps de jeu. Je pense aussi. Ouais. Peut-être que le vrai grand gagnant de l'intersaison, c'est le groupe en fait. Parce que le mood va peut-être changer un peu et ouais, j'avoue. Mais peut-être que le vestiaire, ça va enlever un peu de tension quand même. Bon, je pense que ça va être plus sain, effectivement. Tu parlais de Clay, Jo. Justement, il n'y a pas eu de nouvelles concernant son extension. Ça veut dire quoi pour vous? C'est qu'on laisse la saison passer pour voir à quel tarot on peut re-signer? Ou ça va se faire pour moi, ça va être ça, ouais. C'est un peu comme Draymond, hein, on n'en a pas trop parlé, on a plus parlé de Poole et Wiggins qui s'est fait en septembre. Draymond, on en a parlé vraiment sur la fin de saison, quoi. Très bien, parce que ça reste quand même un point important. Il est free agent dans un an. Ça sera un casse-tête pour l'été prochain. Oui, je pense que bon, il y aura toujours des tractations autour, mais en fait, avec la signature de Draymond, je vois pas pourquoi il partirait, et surtout la franchise, à quel intérêt à le faire partir? Aucun, puisqu'on est trop limite au niveau des salaires, dans le sens où si on le perd, on pourra rien re-signer derrière, à part un sign and trade, si on fait un sign and trade, mais donc je vois aucun intérêt. Pour moi, c'est quasiment acquis. Clair. Et je pense même qu'ils vont réussir à trouver un deal un peu sympa. Oui, pareil, ouais. Oui, je suis dans ce sens-là parce que Draymond l'a fait. Exactement. Il a montré par l'exemple et alors c'est pas de chance, c'est des blessures, mais il a quand même été payé sur son big contrat pendant 2 ans où il a pas joué. Il a eu son contrat max, je pense que voilà, maintenant il pourra faire des concessions. Il a bien mangé. Voilà, c'est ce que j'ai dire, il a bien mangé, du coup il peut faire une petite ristourne, quoi. Mais le but des dirigeants, c'est de prolonger le plus longtemps possible cette histoire des trois. Et de continuer à remplir le stade et ils sont quand même bénéficiaires, même s'ils sont au-dessus de la limite. Je pense qu'ils sont bénéficiaires largement chaque année. Et voilà, pour moi, le but, c'est qu'ils continuent le plus longtemps possible. Il y a pas de raison. Le trio va attirer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le trio, c'est l'histoire qu'on vit en ce moment. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà. Clairement. Au moins s'aligner sur le contrat au niveau des années de Steph. Juste pour finir sur la free agency des Warriors, il y a un spot d'ouvert qui reste là, le 14e. On se renforce comment? On va chercher un big, un joueur sur les ailes, on va chercher le grabataire Iggy. Vous en pensez quoi? Iggy, avec tout l'amour que j'ai pour lui, hein, mais j'espère qu'il va rester dans le business, dans ses investissements, ou à la limite prendre un spot d'assistant coach ou de je ne sais quoi, mais non. Oui, on lui fait un siège spécial au Chase et puis voilà, quoi. Enfin, l'année dernière, il nous a servi à quoi, honnêtement? Il a fait 4 bouts de match, il a fait un dunk, il s'est reblessé dessus, on l'a pas revu. Enfin, non, mais voilà, je veux dire, j'ai beaucoup d'amour pour lui, hein, mais à un moment donné, quand ton corps peut plus, faut savoir dire stop, papy, hein. Et tu partirais sur quoi, toi, Joe? Un big ou un joueur sur les ailes? Un big, hein. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il n'y en a pas un ici qui dira le contraire. Je pense qu'un big, ouais. Alors maintenant, lequel? Parce que j'en ai parlé. Ouais, si c'est pour avoir un Gorgui Dieng ou un Bismack Biyombo qui n'aligne plus 3 passes ou 3 paniers d'affilée, ce sera encore un spot d'utiliser pour rien. Mais dans tous les cas, il nous faut un big, quoi. Moi, je pense qu'il y aura personne. Moi, je pense que je suis plus sur un. Moi, je veux le retour de Monsieur Juan. Moi aussi, j'y tiens. Ouais. De monsieur Juan Toscano Anderson. Ah, justement. C'est ce que je souhaite aussi. Bah ouais. Sur le peu de minutes, après, je sais pas si on aura l'opportunité, mais Toscano, tu sais que sur le peu de minutes qu'il va faire, il va se battre dans tous les sens. Tu lui dis de jouer 5, il va jouer 5. Tu lui dis de jouer 4, il va jouer 4. Il a déjà fait tous les postes pour dépanner. Il va apporter une mentalité sur le banc. Il va peut-être aussi apporter cette mentalité aux jeunes. Donc, il connaît les systèmes. C'est vrai que GTA, s'il joue pas, il s'en branle, lui, tu sais, tant qu'il est là, à Auckland, il kiffe, c'est chez lui, voilà, quoi. Et puis, il tenait la baraque, quand tout le monde était blessé, Quand on était dernier, ouais, puis alors lui, s'il faut qu'il aille se faire 36 points de suture sur la tête, c'est pas un problème.
Il reste peu de free agents, mais il y en a clairement qui sont plus talentueux que lui. Mais oui, ça serait comment dire, une recrue de groupe. Il y en a pas beaucoup qui ont plus de cœur que lui, par contre. Oui. C'est le gars sûr. Après, comme tu dis, Quentin, il reste beaucoup de joueurs talentueux, mais tu sais très bien que les Warriors, c'est pas vraiment au talent qui fit, hein. C'est surtout au fait de, tu vois, l'investissement, de jouer en équipe. Après, évidemment, il faut un minimum de talent, mais je pense pas que ce soit vraiment la principale qualité que les Warriors recherchent, pardon. Oui, mais on a perdu Jordan Poole et 20 points quand même. Alors, on les a remplacés par des meneurs gestionnaires, mais en sortie de banc, là... Chris Paul et des briques. C'est vrai que là, sur le banc, je vois pas qui peut marquer des points, quoi. Bah, Moody et Kuminga, ils vont monter d'un cran. Ils vont avoir plus d'espace. Non, mais c'est vrai qu'ils auront plus d'espace. Ils auront plus de temps par rapport à l'an dernier. C'est fort. Bah, potentiellement, oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est les vases communicants après. Moi, je crois aussi beaucoup en eux. Pardon Loïc, mais je crois qu'on n'a pas entendu Adrien sur le dossier. Moi, je pense qu'il y aura personne. Je pense que ce sera un spot vide pour la thune et surtout... on est obligé de signer 14 joueurs. On peut pas aller en dessous. Ah bon? Ouais. C'est sûr et certain. Ah oui, sans signer, oui, effectivement. Mais on est à 13 là. Ouais, bah, franchement, oui, peut-être Toscano ou quoi, ou peut-être un two-way qu'on a, Quinones ou quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai aucune attente d'un potentiel joueur. On va dire, j'en ai rien à faire. Voilà, pour être clair. Voilà, qui s'appelle Me posez pas cette question, je m'en fous. Voilà, qui s'appelle Gérard ou Robert. Pour moi, il aura pas d'impact. À moins que miracle, il y ait je ne sais quel joueur qui reste encore de libre, talentueux, qui veuille signer au minimum chez nous, mais j'y crois peu. Kevin Love. On a dit talentueux et joueur. J'ai tendu la perche. Mais c'est vrai que Lester Quinones, moi j'y ai pensé. Hein. Tout le monde le voit en two-way, moi je le vois limite en contrat garanti. Mais c'est parce qu'on voit la Summer League là. Ouais, parce que comment ça se passe si quelqu'un lui propose plus d'argent que le minimum à lui? Faut voir si on peut s'aligner, je crois. Mais on peut pas s'aligner. Ça dépend ce qu'il propose justement, parce qu'il a une qualifying offer. Mais oui, mais si c'est un contrat proposé qui est plus que le minimum, on peut pas s'aligner. Ah bah ça oui, clairement. Mais oui. Donc oui, peut-être qu'ils auront peur de le perdre et qu'ils vont lui faire au moins un minimum tout de suite. C'est possible. Faut voir. De toute façon, on va reparler de Leicester quand on va évoquer la Summer League. Du coup, je pense que c'est bon pour la free agency de cette année des Warriors. On va passer à autre chose, à une chronique du coup. Alors, je pars remuer le couteau dans la plaie. Ça a été un petit déchirement, vous savez, de voir Jordan Poole quitter le navire. D'ailleurs, pour lui aussi, il avait pas l'air très heureux lors de sa présentation à DC. Ça faisait un peu pitié, le pauvre. Putain. Pardon. Oui, t'inquiète pas. Et du coup, le départ Jordan Poole, pour un de nos chroniqueurs, ça lui a fait penser, toute proportion gardée, à un départ assez traumatisant dans le souvenir des fans, de l'époque en tout cas. Du coup, je te laisse la main, Loïc, pour nous parler de l'histoire d'amour éphémère entre Chris Webber et la Dub Nation. Ça marche. Quelle catastrophe! Jordan Poole s'en va. Notre petit chouchou, le petit frère des Splash Brothers, le roi des mèmes sur Twitter nous quitte. Les baddies de Chase Center sont meurtris. Nos petits cœurs sont brisés. Joe a même raté ses œufs, vous vous rendez compte? Quel malheur. Comment va-t-on s'en sortir sans lui? Ses shoots si méticuleusement choisis, sa gestion de la balle aux petits oignons, sa défense, pour en plus l'échanger contre Chris Paul, qui a 39 ans et qui est notre pire ennemi. C'est un énorme choc. Nous n'allons jamais nous en remettre. Où va notre deuxième timeline? Mais non, calmons-nous un peu. Ma première réaction n'était pas « Pourquoi Jordan Poole ?» On ne va pas rappeler pourquoi il s'en va. Ma première réaction fut « Pourquoi encore les Bullets les Wizards, pardon. Enfin, Washington. Pourquoi encore eux ?» La destination de notre troisième Splash Bro a réveillé en moi quelques sombres souvenirs et croyez-moi, on n'est pas si malheureux que ça. Revenons 30 ans en arrière et parlons d'un autre transfert vers Washington qui nous veut décidément du mal. Novembre 1994. Le petit Nicolas est certainement en train de trier ses cartes NBA par ordre alphabétique. Le créateur démoniaque de Steph Curry FR n'est pas encore né.
En 94, j'ai 16 ans. Le football m'a déjà profondément blessé avec l'élimination de la JOCR en demi-finale de la Coupe UEFA et la non-participation des Bleus à la Coupe du Monde. Kostadinov. Heureusement, la NBA est là et me redonne goût à la vie et son romantisme. Je n'ai pas longtemps hésité à choisir cette franchise. Les Golden State Warriors. De quoi me parlez-vous? Un jeu spectaculaire, très semblable à ce qu'a produit Steve Kerr récemment avec à la baguette coach Don Nelson, élu déjà 3 fois coach de l'année. Un membre de la fameuse Dream Team 92, qui a fait aimer le basket à beaucoup de monde, Chris Mullin. Un des 3 meneurs les plus talentueux de la ligue avec Tim Hardaway. Un arrière qui s'est installé dans la All-NBA First Team en l'absence de Michael Jordan. Latrell Sprewell. Des excellents role-players. Chris Gatling, qui a été une fois All-Star, il me semble. Avery Johnson, Billy Owens, puis Ronnie Sekali. Et la cerise sur le gâteau, le numéro 1 de la draft 1993. Rookie of the Year et futur Hall of Famer. La future grande star de la ligue qui va nous apporter du rêve les 10 prochaines années. Rendez-vous compte, Chris Webber, monstre physique et technique, fut le premier joueur à compiler plus de 1000 points. 500 rebonds, 250 passes décisives, 150 contres, 75 interceptions lors de son année de rookie. Et le plus jeune lauréat du trophée de meilleur débutant de la saison en NBA. Nous sommes prêts à affronter n'importe qui dans la ligue, même les Chicago Bulls de Michael Jordan. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça, Loïc? Pourquoi l'histoire Eh ben, c'est là où je voulais en venir. Mon petit cœur d'adolescent attardé espérait tout ça. Mais la réalité fut tout autre. Les relations entre Don Nelson et C-Webb se tendent jusqu'à la rupture. Entre parenthèses, Don Nelson, qui était un peu vraiment l'ancien Steve Kerr, il voulait faire jouer Chris Webber en pivot, Chris Webber ne voulait pas. Il y avait aussi le mauvais caractère de l'un et de l'autre. Bon, l'erreur avec Chris Webber, c'est qu'il a une clause dans son contrat rookie, parce qu'à l'époque, les contrats rookies n'étaient pas aussi réglementés que maintenant. Il a une clause qui lui permet de quitter les Warriors. Donc, il demande la tête de son coach, à qui ça ne va plus. La direction ne cède pas. Il est transféré au bout de 6 rencontres, du coup. Je vous le donne en 1000, où ça? Washington. Les Bullets. Les Bullets. Les anciens Wizards. Bref, on se mélange un peu. Il est échangé contre Gugliotta, qui à l'époque, je ne l'invente pas, était appelé le Larry Bird du pauvre. C'est le cas de dire, du coup. Je n'invente rien. C'était un joueur très intelligent, mais c'était pas du tout Chris Webber. Donc Chris Webber, lui, est parti pour rejoindre son pote de la fac, Juwan Howard. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que on se dit, les Warriors, ils ont choisi le coach. Mais non, le coach s'en alla peu de temps après. Et Gugliotta, le Larry Bird du pauvre, joueur très intelligent, mais vraiment, oui, pas du tout au même niveau que Chris Webber, on s'en est rendu compte. Du coup, lui est aussi échangé contre un autre joueur, Doniel Marshall, qui malgré quelques fulgurances, n'était pas du tout à la hauteur de Chris Webber. Et voilà, s'ensuit tour à tour la fin de cette génération qui aurait pu nous avoir tant de succès. Tim Hardaway s'en va à 8, Chris Mullin à Indiana, Latrell Sprewell à New York. Ils quittent tous le navire un par un. Et les Warriors vécurent les 10 pires années de leurs histoires. Une place entre la 9e au grand maximum, mais plutôt vers la 14e en général. Voilà, je voulais vous raconter cette histoire, parce que je sais que vous êtes malheureux, mais croyez-moi, je l'étais encore plus, parce que j'avais pas du tout connu le succès. J'avais trouvé la femme de ma vie, mais elle m'a quitté pour Roger du 4e. Enfin, pas pour Roger, mais pour Washington. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre, mais j'ai fini par retrouver l'amour, we believe, plus de 10 ans après. Alors ne vous inquiétez pas, ça va vous faire beaucoup de mal de voir jouer Jordan Poole avec Washington, mais vous en remettrez. Et puis surtout, en ce moment, vous êtes bien entouré. Et pendant au moins 2 ou 3 ans. C'est fini. Merci Loïc, trop bien cette chronique. Bravo Loïc. Monstrueux. Ça permet de relativiser un petit peu. C'est vrai. Parce que je pense que le choc à l'époque pour les fans a dû être assez important. Surtout que, moi perso à cette époque-là, j'avais tous mes potes de ma classe qui jouaient au basket. Il y en avait beaucoup de fans de Chicago Bulls à cette époque.
Et mes autres potes, ils étaient fans des Sonics de Kemp et aussi énormément de O'Neal et des Magics. Et donc moi en fait, voilà, j'ai jamais aimé faire comme les autres, supporter la meilleure équipe. Bah oui, je supporte la JOCR. Et donc moi j'ai choisi les Warriors et parce que voilà, c'était plus romantique, c'était l'équipe qui jouait différemment de tout le monde. Mais ça va pas durer longtemps. Mais ce qui est d'autant plus beau après, c'est que en fait cette équipe-là s'est réincarnée 15-20 ans après. Voilà, c'est cool. Très bien, bah merci encore. Moi, je voulais rebondir 2 secondes sur quelque chose et vous proposer un petit quiz parce que j'adore ça. Donc, Chris Webber a été rookie de l'année en 95, c'est ça? 94. 94, très bien. Bonne année de naissance, excellent. Ouais, 94. Et il est parti donc en novembre 94. Ok. Et du coup, il y a eu d'autres rookies qui ont été rookies de l'année au sein de la franchise. Est-ce que vous pouvez me les citer? Alors, il y en a 5 en plus de lui. Il y en a 5? Ouais, oh la vache, la colle. J'en ai peut-être 2. Je vais en dire un. Ouais. Joey Smith? Non. Will Non. Chamberlain. Oui, Et oui, c'est c'était bon, avec par les contre. Warriors de Philadelphie, non, c'est ça? Ouais, Oui, en 60. ouais. En Joey 1960. Smith, non, alors. Non, non, il y est pas. Alors, Jamison. Non. Alors, c'est bon, j'étais les 2 que j'avais. J'ai perdu la mémoire. Rick Barry, 66. Alors, Il vous en reste 3. Le premier est pas Mais il y en a un, trouvable. c'était dans les années 50, là, je sais plus son blaze, il avait le nom de l'autre dans Toy Story, là, Woody, je sais pas quoi, là. Ah, mais si, je réfléchissais, il y a Mitch Richmond, on avait cité. Dans les... Mitch Richmond, c'est bon. Adrien et, Yes. et Joe avait trouvé le bon avec Woody Salisbury en 50. Ouais, j'avais pas son blaze, ouais, c'était les années 50, lui, je crois, non? Ouais, 58. Bien joué, Joe. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ah, Et il il passe reste- mon pour un Basket X. Juste Basmatics. Ah, il reste combien, là, du coup? Et il en reste un dans les années 70. Jamal Wilkins, Ah. là? C'est ça, oui. Putain, mais t'es chaud. Mais t'as ouvert une page Non, il Google. triche, Mais il oui, triche. c'est sûr. Moi, je le connais même pas, ce boug. Mais grave, Faut s'intéresser à l'histoire de sa franchise, les gars. c'est de la triche. Moi, je soupçonne une tierce information et une page internet d'ouverte. Moi, je pense que Non. c'est son chat qui lui filait Oui, les faites, réponses. faites rentrer l'accusé. Non, parce que le Toy Story, là, Woody Salisbury, non. Ouais. Ah si, ça j'ai retenu. C'était parce que trop ça s'appelle bon. Woody. J'ai retenu que le prénom s'appelle Woody donc, dans Toy Story. Après, tu trouves des mémos techniques. Le nom de famille, je m'en rappelais plus. Ok, bah bon. bravo à Joe qui gagne. Hein. Bravo. Bravo Il à gagne Joe. quoi qui- Ouais. Et Joey Smith, c'était numéro 1 de la draft. C'est pas rookie de l'année. Pardon. Tu gagnes absolument rien à part notre estime et notre suspicion que t'as triché, c'est tout, Joe. Vous êtes des jaloux. Ouais, putain. Je suis Allez, sous-estimé, je suis comme Steph Curry. Sans transition, on va causer un peu Summer League. Elles ont commencé il y a peu. C'est l'occasion de voir gambader un peu nos rookies et autres jeunes joueurs. Alors du côté de Santa Cruz, est-ce que vous avez pu tirer quelques conclusions des matchs qui se sont déroulés? Je précise pour les gens qui ont vu Quinones les matchs. MVP, hein. Lester et le GOAT. Oui, vous avez été plutôt agréablement surpris par ses perfs à Quinones. Surpris non, parce qu'il avait montré des belles choses en G-League. C'est juste de la continuité. Mais je remarque juste que ouais, il survole contre les équipes contre qui il joue. En tout cas, il est largement au-dessus de tout le monde, quoi. Et Joe, tu te souviens, la dernière fois, on disait qu'on le voulait en two-way. Je pense qu'on garde l'idée. Ah oui, clairement. Mais moi, si demain on doit avoir un spot de libre, comme j'ai dit, c'est soit on prend un big, soit je suis persuadé que Lester Quinones, il pourrait prendre le spot en garantie, c'est sûr. Il est pétri de talent. Pourtant, c'est un mec qui est même pas drafté. Mais non, il est minimum two-way contract, lui, c'est sûr. Et moi, pour avoir regardé du coup 2 matchs en direct et 1 en rediffusion, ouais, j'ai que ça à foutre. Oui, je Ok, sais. le nerd. C'est notre expert. Bah du coup, j'ai pas vu Fantomas ou Gasper et qui est Trace Jackson Davis qui est blessé. Mais Ouais, ça, c'est j'espère tout. qu'on va le voir peut-être un match. On sait pas. Brandon, bah un peu en délicatesse avec son shoot.
mais il joue plutôt juste et on sent déjà un bon cul basket. Donc confirme ce qui a été dit, on va dire par les scouts et puis quand il est arrivé dans notre franchise. Leicester Quinones, vous l'avez dit, il explose aux yeux du grand public. Enfin, du grand public entre guillemets qui regarde la Summer League. Guy Santos, petite progression, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour être peut-être toué, on sait jamais, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour avoir une place dans un roster NBA, ou en tout cas pas pour l'instant. Et moi, mon petit coup de cœur, il jouait à Bourg cette année en début en Pro A. En début d'année, c'est Isaiah Mike. En Betclic Elite. Exactement. J'aime bien ce joueur. Je l'avais déjà vu en France jouer, et du coup là, je l'ai revu en Summer League, et j'aime bien son côté. Il a un bon shoot. Enfin, il est assez fiable à 3 points et il est assez physique. Donc j'aime bien. Après, je pense pas qu'il ait non plus le niveau NBA, mais en tout cas c'est une de mes satisfactions, on va dire, dans les no-name de la Summer League. Et par contre, un petit bisou à un de nos collègues du podcast, Thomas, qui aime bien notre pivot, Jace Johnson, voilà, qui est à peu près plutôt un peintre qu'un joueur de basket, mais difficile à regarder, ouais. Voilà, il me fait marrer à 5h du mat, voilà. Donc ça va. Par contre, je trouve que le joueur qu'on a pris en Exhibit 10, là, enfin potentiellement, parce qu'on sait pas trop on a pris en quoi, mais le Javan Johnson, ouais, ça a pas l'air non plus d'être royal. Donc si on l'a fait signer que pour 10 jours, au final c'est pas mal, parce que si on l'a fait signer 1 an, comme c'était annoncé, ça va être très compliqué, quoi. Très bien. Moi, je regarde pas les matchs de Summer League parce que je fais un break avec la saison et je suis pas un nerd à ce point, vu le niveau de jeu. Mais par contre, je tiens à retirer ce que j'ai dit sur Pods. J'avais dit que je trouvais qu'il prenait du temps à tirer. Alors, je sais pas s'il a corrigé sa mécanique de shoot, mais ça part très vite. Au contraire de ce que j'ai vu sur les highlights, sur notre rookie. Donc voilà. Et juste pour info sur le rookie, ça s'écrit Brandon, mais je crois que ça se prononce Brandon, j'ai vu. Ouais, au pire, tu dis Pods, hein, comme ça. Ouais, mais voilà. Mais il non, me très semble, bien pour la prononciation. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Je m'étais dit, franchement, si c'est pour avoir une prononciation classique, autant s'appeler Brandon, quoi. Clairement. En parlant de Quinones, il est rentré dans l'histoire lors du premier match de Summer League contre les Kings. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Il est rentré dans l'histoire parce que c'était le premier. Il est beau et il a des tatouages. Non, c'est pas le premier match à l'être. Oh, ok, bon j'ai essayé. C'était le premier à avoir une technique pour flopping. Ah oui, bravo. Okay. Encore un qui floppe. Ah ouais. Oh Joel Embiid sort de ce corps. Donc, et en plus, il va prendre des leçons avec Chris Paul. C'est sûr que la première flagrante pour flopping, c'est chez nous, en NBA. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, aucun rapport, mais du coup, c'est sur le nouveau contrat CBA. Je sais pas si vous avez vu, mais désormais, sur la feuille de match, il y aura droit à 15 joueurs de disponibles, et non 13 comme les années précédentes. Donc, c'est passé assez inaperçu, mais du coup, je trouve que c'est important. C'est bien pour Steve Kerr, à nouveau. Oui. Et j'espère qu'ils auront la bonne idée d'élargir l'espace pour les bancs, par contre. Parce que déjà que les joueurs ils sont par terre, ça rime à rien, ils n'ont pas de chaise. C'est clair. Alors que c'est payer des millions pour se traîner par terre. Et que t'as un mec qui a payé 3000 balles sa place, qui est à côté tout à fait assis confortablement avec un burger. Non, c'est juste le sponsor du coin, il est invité. Et... T'as Iforti à côté. Juste une petite information sur la Summer League qui est drôle. Il y a le frère de Klay Thompson qui est dans le staff. Voilà. Juste. Ouais. Ah ouais, voilà, celui qui faisait du baseball là, je sais pas quoi. Non, Michel. Voilà, Michel. Ouais. Ou Michael. Je crois que... Ouais, je sais pas. Michal aussi. Oui. Voilà. Qui a joué notamment. Il a joué en NBA à Cleveland, il me semble, et chez nous au Santa Cruz. Ouais. Voilà. Ah, trop bien. Il était pas avec le frère de Steph d'ailleurs, à ce moment-là à Santa Cruz. Avec ça peut-être. Avec je me rappelle. Il me semble qu'il y avait les deux frérots. Il a joué à Cleveland, c'est bien. Tu as raison, Adrien. Oui, je connais ma NBA, monsieur.
Alors, j'ai l'impression que tu as vérifié sur Internet, donc tu as été très rapide, donc ça démontre tout à fait que tu as triché pour le test tout à l'heure. Désolé. Tu sais, t'as juste à taper Mitchell Thompson et c'est bon, tu tombes sur le truc. Hein. Bon, en tout cas, merci pour l'info, Adrien. C'est la petite info qui fait toujours plaisir, qui ne apporte pas grand-chose, mais c'est toujours bien d'apporter. Oui, alors voilà. Adrien n'apporte rien de base. Donc, Bon, je crois qu'on a fait le tour pour la Summer League. Il est temps de passer à la free agency des concurrents qu'on a à l'Ouest. Comment vous avez jugé la free agency de nos principaux concurrents? Par quoi vous voulez démarrer, les Suns et les Lakers? Qui a envie de se lancer? Parle-nous de LeBron James, Adrien. Hein? Comment ça? Parle-nous de LeBron James. Je peux pas t'en parler là comme ça, c'est un podcast des Warriors, voyons. Mais je peux parler tout à fait de nos collègues des Lacs de Los Angeles qui ont fait une intersaison plutôt tout à fait honorable, qui ont continué sur ce qu'ils avaient fait pendant la trade deadline, c'est-à-dire ajouter du shooter et avoir plus de cohérence dans leur roster. Et je trouve que leur ajout, donc de mémoire, ils ont ajouté, si je dis pas de bêtises, parce que je sais plus la liste en tête, ils ont ajouté de mémoire 2 guards, il me semble, dont un meneur qui est j'ai plus en tête, j'ai le trou de mémoire et j'ai plus mes notes. Alors t'as Gabe Vincent qui a été signé. Voilà, Gabe Vincent qui pour moi voilà, Gabe Vincent qui je trouve qui remplit parfaitement un rôle parce qu'il est en deuxième playmaker, il est très solide, je trouve. Bon après il a pris feu, donc faut un peu relativiser avec ce qu'on a vu des playoffs où il a été en feu, il mettait beaucoup de shoots, où des fois je me disais ouais c'est Steph Curry dans un autre corps. Et du coup, je pense qu'il faut relativiser par rapport à ça. Je pense qu'il shootera moins bien cette année quand même. Mais voilà, cet aspect de bon défenseur, bon playmaker, shooter honorable, très bien. Après, ils ont peut-être repassé AD en poste 4, c'est ce que j'ai vu comme information. Donc, ça veut dire un pivot en plus. Ça, je suis pas sûr du move, mais pourquoi pas. Mais je trouve qu'ils ont fait une bonne intersaison. Ça va pas transformer leur équipe, mais voilà, ils se sont solidifiés. Ils iront pas chercher les top teams à l'Ouest, mais ils peuvent être comment on dit ça, j'ai plus l'expression. Faudra que oui, bon, on coupera ça, Nico. Merci. Du coup, oui, les Lakers n'iront pas chercher les premières places, mais pourront être difficiles à battre en play-off. Bon, cette année, en fait. Les poils à gratter, c'est ça? Les poils à gratter, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Ils vont dans la continuité, ils ont totalement raison, mais je les vois en haut. Pour les Suns, quelqu'un se dévoue à parler des 15 000 contrats minimum qu'ils ont signés sur 2 ans, ou en tout cas une idée dessus. Bah voilà, tu viens de donner ta réponse. Ça me fait un peu penser au même, tu sais, de la grand-mère qui fait ses courses et qui interviewe, qui fait je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. C'est un peu ça la free agency des Suns, quoi. Ils ont pris Watanabe parce que c'est un joueur que KD kiffe et qui s'entend bien, mais qui est un gros sniper, oui. Ouais, voilà. Après, pour le reste, je pense qu'ils ont pris un peu ce qu'ils pouvaient et ils vont bricoler, quoi. Mais les Suns, clairement, les Suns, ils attendent de voir ce que ça peut. Voilà, évidemment que Starting Five fait peur, évidemment. Mais par contre, dès que t'enlèves les 5, ouais, ça fait peur, mais dans l'autre sens, quoi. Donc, la mayonnaise va être longue à prendre, je pense. Ça va pas être évident sur les 20 premiers matchs. Il y a qu'un seul ballon. Hein. Enfin, moi, ça me fait peur pour eux, mais. Oui, aussi. Oui. Moi, pour ce qu'ils avaient, ils étaient comme nous limités. Je trouve qu'ils ont assez bien géré sur les signatures au minimum. Déjà, ils ont signé Okogie et Damian Lee. Damian Lee, c'est bien pour eux, ça. Oui, totalement. Ils nous ont chopé Eric Gordon, on était dessus. Je pense que c'est lui qui va rentrer dans le 5, d'ailleurs. Je vois personne d'autre. En meneur? Non, on a... Pas en poste, meneur, non, qui défendra sur le meneur, parce que je vois pas Booker ou... Parce que pour moi, c'était Okogie qui allait rester dans le roster, dans le 5. Mais et t'as tout à fait raison, j'avais zappé Okogie
Parce qu'il fait 1m95, donc il peut défendre des arrières comme des meneurs, comme un ailier, on va dire, parce qu'il est physique. Donc je pensais que c'était plutôt Kogi, mais pourquoi pas en vrai, hein, ça peut être... ça peut être Rico Gordon. Je l'avais zappé de Cameron Payne, moi, dans le 5, je pense. Non, tu veux les faire perdre, toi? Bah, de toute façon, en soi... Non, vu leur roster, t'as juste besoin d'un mec qui défend, et puis voilà. Les Suns, c'est l'équipe typique où tu sais que ça peut péter à tout moment. Moi, je vais regarder leur match avec du popcorn. J'ai hâte. Ah ouais, il y a beaucoup d'ego. Il y a de l'ego, il y a beaucoup de jeux mi-distance aussi. Les Booker, Bill, KD, là... par contre, c'est létal. Hein. Ouais. Sinon, vous avez envie de parler de l'été d'une équipe en particulier? Moi, les Clippers, je trouve, les Clippers. Ça s'est pas vraiment renforcé, ça a surtout signé des joueurs. Évidemment, ça a fait signer Westbrook qui, je trouve, leur a apporté quelque chose. Ouais, puis alors, au tarif, c'est bien joué. Hein. Ouais, 7 millions, ouais. De toute façon, il a dit qu'il voulait rester dans cette équipe. Donc, il prend 3 millions, je crois, la première année, enfin, presque 4 millions. Et sur la deuxième année, c'est une player à 4 millions. Donc, ouais, c'est bien joué. Et puis, comme on le dit, hein, de toute façon, les Clippers, si c'est en bonne santé, c'est en très très bonne santé même, ça peut être dangereux avec Kawhi et Paul George, Westbrook comme ça à la main, Zubac en pivot, avec des mecs comme Rocco et Nico Batum qui défendent et qui sont capables de mettre dedans, vraiment les Clippers si c'est vraiment complet, ouais. Bah là, si c'est complet, si c'est physique, voilà, si ça tient bien. Bah, c'est un peu comme les Lakers, hein. Ouais. Moi, j'ai bien aimé l'été des Mavs. Ils avaient énormément de pression. Je pense qu'à l'Ouest, c'est peut-être ceux qui avaient le plus de pression. Parce que, il y a un moment, Lucas, il va vouloir gagner, quoi. C'est juste pas possible de continuer comme la saison dernière. Et on savait pas trop ce que ça allait donner avec Kyrie, hein. Il y avait quand même pas mal de questions. Au final, il prolonge. Bon, gros tarot, du coup, mais voilà. Puis, ils sont allés chercher Grant Williams. C'est quand même vraiment pas stupide comme move. Et je crois que c'est genre un peu plus de 50 sur 4, quelque chose comme ça, donc sur du long terme en plus. Et puis ils sont allés chercher un sacré shooter quand même. Récupérer le deuxième Curry, je trouve c'est vraiment bien joué. C'est un retour à la maison pour lui. Ouais, en plus, ouais. Son troisième. Franchement, ils avaient beaucoup de pression et je trouve que c'est plutôt une bonne intersaison pour eux. Je peux pas trouver, moi, à l'intérieur, c'est super. Bon, après, c'est les fans de Wars qui dit ça, mais je les trouve plutôt friables à l'intérieur quand même, hein. Alors après, je dis pas qu'ils ont le potentiel pour être champions, hein, mais au moins, je sais pas. Pour moi, il y a du progrès dans cet effectif. Après, ils ont enfin réussi à dégager leur contrat toxique des Bertans. Ouais. Mais après, c'est le même problème que les Suns, hein, c'est que le basket, ça joue avec un seul ballon, hein, donc entre Doncic et Kyrie. Oui, puis alors on sait, oui, dans un vestiaire, Kyrie c'est jamais bon, voilà, hein, ça c'est sûr. Et dans un an, Luka Doncic, il est témoin de Jéhovah, je pense. Hein. Sur le côté, avoir deux ball handlers, je préfère toujours avoir deux ball handlers que un en fait, parce que tu vois les limites de Luka Doncic avec le 5 out, on les a vus quand même en playoff. C'est toujours mieux d'avoir deux ball handlers de qualité extrêmement bonne que un seul. Ça, je suis d'accord, mais va faire comprendre à Luka que, tu vois, c'est ça le problème, c'est que Luka, je pense qu'il a un ego. Et ça revient un peu à la vidéo des fameux copains d'Adrien Trash Talk sur les meneurs qui sont sortis cet après-midi où Bastien disait que Luka Doncic, le problème c'est pas le talent, c'est l'attitude en fait. Et il faut qu'il fasse un peu comme Jokic faisait avant, c'est que Jokic il était tout le temps là à râler auprès des arbitres au lieu de se replacer. Il a enfin compris que ça servait à rien, il a fini par être champion. Donc si Doncic comprend ce genre de choses, ça peut permettre de passer un gap et ça fera grandement du bien à Dallas, quoi. De toute façon, Dallas, le problème, c'est ça, hein. C'est de savoir comment va être Luka Doncic. Ouais, c'était surtout le problème de savoir comment l'entourer pendant longtemps. Oui. Il y a un moment, il jouait avec des plots à côté de lui aussi. Oui, mais il a quand même réussi à aller en finale de conf avec ces plots-là. Oui, donc ça veut dire que le problème, c'est quand même pas vraiment Luka. Ouais, je suis d'accord avec Mathilde là-dessus aussi. Loïc, toi, tu nous en parlais en off. Tu trouvais que la conférence Ouest était quand même assez homogène. Il y avait très peu d'équipes en fait qui vont pas prétendre aux playoffs.
Oui. Alors, il y a une équipe que je vais adorer, détester, regarder. Je sais pas si on comprend ce que je dis. Si, t'inquiète. Mais Houston, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, l'équipe de bad boy qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ça va être incroyable. Je pense que ça va être très spectaculaire à voir. Il y a des athlètes de fou, hein. Dans leur effectif. Waouh. Ça va être vraiment curieux. En fait, là en tête, je n'ai aucune mauvaise équipe en tête. Enfin, j'ai l'impression que toutes les équipes de l'Ouest peuvent. À part peut-être San Antonio qui ont une construction plutôt en retard. Et il y a une équipe qui m'intrigue beaucoup parce qu'elle est sur une très très belle fin de saison et elle n'a rien fait sur la free agency à part collectionner des tours de draft. Mais elle a le renfort d'un possible rookie de l'année, Shuttlegram. Et voilà, c'est OKC. C'était leur point faible, il me semble, le poste de pivot, et ils ont Shuttlegram. Et j'ai l'impression qu'ils brassent des premiers tours et des deuxièmes tours, et ils gardent que l'élite de ça. Ce qui fait qu'il y en a plein qui sont sur le carreau, comme Ty Jerome qui est venu du coup après chez nous. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'ils étaient vraiment sur une très belle dynamique et ils avaient un point faible qu'ils ont renforcé. Bon, par quelque chose qu'ils avaient déjà. Donc c'est plutôt intelligent ce qu'ils font. Enfin, ils sont patients. Et voilà, ces deux équipes-là m'intriguent beaucoup. Et surtout, c'est que noter pour le Thunder, c'est que tous leurs joueurs, jeunes joueurs, sont là encore sous contrat. Il me semble, et de mémoire, je pense que ils ont genre tout l'effectif qui sont encore sous contrat avec les options rookies, hein, donc c'est-à-dire avec les deux options 2 années avec l'option équipe. Voilà. Oui, ils ont beaucoup de cap. Et ils ont rajouté aussi, quand même, faut le noter, un MVP d'Euroleague, puisqu'il y a Micic qui est arrivé. Oui, aussi, oui, là. C'était celui que je cherchais. Et c'est pas le seul, puisque, du côté d'Euroleague, des gros joueurs qui sont arrivés, parce que aux Kings, il y a Vezenkov qui les a rejoints, qui a un catch and shooter incroyable sur les sorties d'écran, qui va totalement rentrer dans le moule. Donc c'est assez intéressant, assez excitant de voir des gros joueurs d'Euroleague qui arrivent en NBA. Oui, effectivement, ils ont une équipe très très jeune et qui est déjà en play-in. Alors, j'imagine pas pour la suite. Enfin, ça peut être. J'espère qu'ils vont continuer sur leur. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus. Mais effectivement, en fait, ça va être l'enfer pour nous. Ça va être à l'Ouest, c'est. Je ne vois. À part à l'Ouest. Hein. Ouais, mais alors là, cette année encore plus. Et puis, j'ai l'impression que les règles qu'ils ont faites au niveau salarial. Ça va équilibrer encore un peu plus les choses. Ah oui, je peux parier qu'il n'y aura pas une équipe à 60 victoires cette année, à l'Ouest. Moi, c'est bien possible, ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la concurrence. Avant de vous laisser, on va installer une petite tradition dans Splash Pod avec les recommandations de chacun des chroniqueurs. Alors, ça sera généralement une reco basket, que ce soit un article, un livre, un match à revoir ou une série. Bref, on peut aller sur d'autres terrains aussi. Ça permettra de faire un petit pas de côté pour clôturer l'émission et vous donner notamment des idées pour cet été si vous êtes en manque de basket. Qui veut commencer? Alors, Mathilde, peut-être? Oui, alors moi, c'est pour ceux qui n'ont pas trop de temps. Je me dirige vers un article. L'actualité en ce moment pour la NBA et surtout côté français, c'est quand même Wemby. Je pense qu'on a tous hâte de le voir jouer et de voir comment ça va se passer. Et du coup, je vous propose un petit article. Alors, ça va pas parler de son potentiel, de ses stats ou de je ne sais quoi qu'on a déjà vu, revu et re-revu. C'est un petit article de nos copains et des copains d'Adrien de chez Trash Talk. C'est Arthur Baudin qui a écrit un article, Victor Wembanyama et moi. C'est juste pour rappeler que parfois, il y a des gens qui découvrent des jeunes joueurs et qui les suivent et leur vie change en même temps que la carrière d'un joueur. Et donc, c'est un petit peu l'histoire qu'Arthur nous raconte. Et c'est très sympa à lire, une très belle plume. Il est tout jeune, hein. C'est un jeune journaliste, mais j'avais adoré en le lisant et je me suis dit qu'on pouvait lui envoyer de la force. Donc, allez lire tout ça. Ok, très bien. De toute façon, on mettra tous les liens en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. La prochaine reco, Joe, peut-être? C'est parti. Bon. Comme vous en doutez sûrement, la semaine prochaine sort un très très beau reportage sur un très très grand joueur.
Donc le 21 juillet, il y a le reportage Stephen Curry Underrated qui sera en ligne sur Apple TV. Alors Apple TV qui, on me l'a confirmé il y a peu, est disponible sur MyCanal pour ceux qui ont MyCanal. Donc c'est un reportage un peu à l'image de ce qui avait été fait avec Michael Jordan sur Netflix pour The Last Dance. Qui retracera un peu la carrière de Steph Curry, donc la carrière d'un joueur arrivé avec gringalet qui finit par être 4 fois champion NBA. Donc le reportage sera surtout centré sur ces années à la fac de Davidson pour mettre un peu en lumière cette fac et comment Steph Curry est devenu ce joueur que l'on connaît tous maintenant. Donc vous pouvez aller déjà voir la bande-annonce disponible sur YouTube et puis kiffer le reportage quand il sortira. Très bien, merci Joe. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une review de ce documentaire qui sortira le 21 juillet, peut-être un petit épisode hors série pour cet été. Adrien ? Moi, c'est un petit film. Quand il fait chaud comme ça l'après-midi, hop, on se met devant un petit film, et pourquoi pas un petit film de basket qui s'appelle en français Les Chemins du Triomphe, autrement dit en anglais les Glory Road. C'est l'histoire l'histoire vraie, qui raconte l'histoire vraie d'une équipe de NCAA, Texas Western, coachée par Don Haskins, qui est un grand coach universitaire et américain, qui aligne pour la première fois un 5 noir lors d'une finale NCAA. Voilà, c'est en 1966, donc ça a un peu révolutionné en fait le basket universitaire, puisque c'était une toute première, c'est lié avec l'époque aussi, la ségrégation raciale, etc. Et on peut retrouver notamment en face, donc dans l'équipe lors de la finale, en face Pat Riley. Voilà. Donc un film très sympa et culturel en plus. Trop bien. Merci beaucoup Adrien. Loïc, t'es avec nous ? Oui, vous m'entendez ? On t'a récupéré, oui. On est sur les recos là. Ouais, alors ma reco c'est aussi sur Apple TV et donc sur MyCanal. Là, c'est la saison 2 qui se passe en ce moment. C'est, il me semble, une série produite par KD et qui est un peu inspirée de KD. Ça parle d'une équipe collégienne en fait et surtout de tout ce qui entoure cette équipe. Donc les agents, les coachs, les sponsors, les réseaux sociaux, l'école, etc. et de toutes les difficultés que peuvent avoir ces gamins-là qui sont des futurs stars pour réussir. Et franchement, moi j'ai déjà vu la saison 1, je me suis régalé et là à chaque épisode je me régale. Là j'en ai vu 3 sur la saison 2, franchement c'est une superbe série. Voilà, donc allez-y les yeux fermés, franchement c'est super cool. Ok, merci Loïc. Enfin moi, c'est comme Mathilde, je vais vous recommander un article de Howard Beck dans GQ Sport US, donc c'est sur le site The Art of the NBA Nap, donc traduction l'art de la sieste en NBA. C'est une partie assez méconnue en fait de la préparation, parce que tous les joueurs et entraîneurs NBA font leur sieste les jours de match et que ça devient presque une sorte de compétence à part entière, comme rentrer ces 3 points dans le corner en fait. La température de la pièce, l'obscurité, le bruit ambiant, la durée, il y a tout qui devient capital pour ces joueurs qui sont habitués à vivre à des heures anormales lorsqu'ils sont en déplacement. Donc il faut bien trouver un peu de repos et de sérénité. Bref, c'est hyper intriguant. On vous mettra tous les liens en description. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Ça a été un plaisir encore une fois d'animer cette émission. On vous souhaite de passer un bel été. On reviendra peut-être vous donner des nouvelles pour de hors format, on ne sait pas encore. L'équipe, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour finir ? Merci à toi Quentin, t'es le boss. Ça fait plaisir. Merci de nous mettre à l'aise, c'est super cool. Et merci aux auditeurs et puis à la prochaine. Et merci à Nico. Et merci à Quentin de nous supporter aussi, c'est pas évident des fois. C'est très compliqué, surtout certains. Ah il y a vraiment des ahuris de la bourgade dans cette équipe. Des ahuris. N'est-ce pas John ?
On finira là-dessus sur les aéries de la Bourgade qui vous souhaitent un bel été. Profitez bien de cette pause basket. On se revoit vite. Allez, night night.